La nuit où ma vie a pris fin et a recommencé. Cela sentait le jambon rôti et les aiguilles de pain. C'était le 23 décembre 2018. L'air à l'intérieur de la maison victorienne de mes parents, dans le nord de l'État de New York, était chaud, étouffant même. Je me souviens avoir ajusté ma cravate dans le miroir du couloir, me disant de respirer. J'avais 26 ans, et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir enfin réussi. Je n'étais plus seulement le jeune frère silencieux. J'étais Ethan Sterling, le gars qui venait de conclure sa première transaction majeure en immobilier commercial. J'avais passé des mois à économiser pour cette soirée. Je voulais leur prouver, à ma mère, Joyce, et à mon père, Robert, que j'en valais la peine, que je n'étais pas juste l'ombre de mon frère aîné, Lucas. Je suis entré dans le salon, les bras chargés de cadeaux. Le sapin était illuminé, un immense épicéa qui frôlait le haut plafond. « Tu es en retard », a dit ma mère. Elle n'a pas levé les yeux de la table qu'elle dressait. « Lucas est là depuis 1 heure. »« Désolé, maman », ai-je dit en forçant un sourire. La circulation en sortant de la ville était un cauchemar. J'ai posé les boîtes. J'avais mis le paquet. Pour maman, un ensemble de couteaux de la marque Wolf importés d'Allemagne. Elle se plaignait de ses lames émoussées depuis des années. Pour papa, un fauteuil inclinable en cuir avec masseur intégré pour soulager son mal de dos. Et pour Lucas, eh bien, je lui avais acheté une Rolex, une Submarinée. Elle avait coûté plus cher que ma première voiture. Je voulais enterrer la hache de guerre. Je voulais que nous soyons de nouveaux frères. Lucas était assis sur le canapé, sirotant un scotch. Il avait l'air fatigué. Sa chemise n'était pas rentrée, ses cheveux étaient en bataille. Assise à côté de lui se trouvait Bella. Je n'avais rencontré Bella que 2 fois auparavant. Elle était magnifique d'une manière tranchante et dangereuse. Des cheveux sombres, des yeux qui semblaient calculer le coût de tout ce qu'il fixait. Elle était la fiancée de Lucas depuis 8 mois. « Salut, le flambeur », a marmonné Lucas en faisant tourner sa boisson. « Tiens, tu as conclu cette affaire dans le quartier des entrepôts. »« Ça s'est bien passé », ai-je dit, en essayant de rester modeste. « C'est un bon début. »« Ça doit être agréable », est intervenue Bella. Sa voix était comme du sirop. Lucas travaille si dur sur son entreprise de construction, mais le marché est tellement injuste en ce moment. Je connaissais la vérité. Lucas ne travaillait pas dur. Il acceptait des chantiers qu'il ne pouvait pas terminer et dépensait les acomptes pour des week-ends à Vegas. Mais dans cette maison, Lucas était l'enfant chéri. Il ne pouvait pas se tromper. Nous nous sommes assis pour dîner. La tension était si palpable qu'on aurait pu la couper avec les nouveaux couteaux que j'avais achetés. Alors, Ethan, a demandé Bella en picorant sa nourriture. Quel genre de commission rapporte une affaire pareille? À 6 chiffres. Mon père s'est raclé la gorge. On ne parle pas d'argent à table, Bella. Je demande juste. Elle a ri, posant une main sur le bras de Lucas. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Et la famille s'entraide. Lucas et moi cherchions des lieux pour le mariage. Et honnêtement, les prix sont criminels. Je me suis concentré sur mon assiette. Je savais où cela menait. Cela menait toujours là. Après le dîner, les cadeaux ont été ouverts. Maman a regardé les couteaux et a dit, tranchant, dangereux. C'était tout. Papa s'est assis dans le fauteuil, a hoché la tête et a dit, il convient bien. Puis Lucas a ouvert la Rolex. Il l'a fixée. Pendant une seconde, j'ai vu un véritable choc dans ses yeux. Puis il m'a regardé et son expression s'est durcie. Ce n'était pas de la gratitude. C'était du ressentiment. Je lui avais acheté quelque chose qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir lui-même. J'avais involontairement insulté sa virilité devant sa fiancée. Merci, a-t-il grogné, écartant la boîte sans mettre la montre. Elle est magnifique, a dit Bella, ses yeux brillants tandis qu'elle regardait la montre, puis moi. Tu réussis vraiment bien, n'est-ce pas, Ethan? 20 minutes plus tard, je suis sorti sur la véranda qui faisait le tour de la maison pour prendre l'air. La neige tombait à gros flocons, enveloppant le monde de silence. J'ai allumé une cigarette, une mauvaise habitude prise pendant le stress de la signature de l'accord. La porte a grincé derrière moi. C'était Bella. Elle ne portait pas de manteau, juste sa robe de cocktail. Elle frissonnait,
serrant ses bras contre elle. « Tu as du feu ?» a-t-elle demandé. Je lui ai tendu mon briquet. Elle a allumé une fine cigarette, a inspiré profondément et s'est approchée de moi. Trop près. Je pouvais sentir son parfum. Quelque chose de lourd, de floral et de chair. « Tu sais, » a-t-elle dit doucement, « Lucas se noie. Il doit de l'argent à des gens louches. » Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit en reculant d'un pas. Mais je l'ai déjà renfloué 3 fois, Bella. Il doit t'apprendre. Il n'a pas ton talent, a-t-elle dit. Elle a avancé la main et a glissé un doigt le long du revers de ma veste de costume. Ce n'est pas un homme comme toi, Ethan. Tu as du pouvoir. J'aime le pouvoir. Mon estomac s'est noué. Bella, arrête. Nous pourrions nous entraider, a-t-elle chuchoté en se rapprochant. Sa main est passée de mon revers à ma poitrine. Tu aides Lucas avec l'argent, et je peux m'assurer que l'on s'occupe bien de toi. Lucas n'a pas besoin de savoir tout ce que nous faisons. Le sous-entendu flottait dans l'air glacial comme un nuage toxique. Elle s'offrait à moi en échange du remboursement des dettes de mon frère. Tu es dégoûtante, ai-je répliqué sèchement. J'ai saisi son poignet doucement, juste pour retirer sa main de ma poitrine. Retourne à l'intérieur. Je m'en vais. Je lui ai tourné le dos. J'ai fait 2 pas vers l'allée de garage. C'est alors que les cris ont commencé. Non, Ethan. Arrête. S'il te plaît. Je me suis retourné brusquement. Bella avait arraché la bretelle de sa robe. Elle s'ébouriffait les cheveux avec des mains frénétiques. Elle m'a regardé et, pendant une fraction de seconde, elle a souri, un sourire froid et prédateur. Puis elle a hurlé à nouveau, un son a glacé le sang. Lâche-moi. À l'aide, Lucas. La porte d'entrée s'est ouverte d'un coup. Lucas a dévalé les marches, le visage rouge de colère. Maman et papa étaient juste derrière lui. Qu'est-ce que tu as fait? A hurlé Lucas en se jetant sur moi. Rien. J'ai levé les mains. Elle ment. C'est elle qui m'a fait des avances. Bella s'est jetée dans les bras de Lucas, sanglotant de manière hystérique. Il a essayé de me forcer. Il a dit que puisqu'il t'avait acheté cette montre, je lui appartenais. Il a dit que je lui devais ça. Ces mensonges étaient précis. Ils étaient vicieux et ils ont fonctionné instantanément. Maman s'est approchée de moi. Son visage était tordu d'une manière que je n'avais jamais vue. Espèce d'animal. Sa main a heurté ma joue. Ça a brûlé, mais c'est le choc qui a fait le plus mal. Maman, écoute-moi. Sors, a-t-elle crié. Sors de ma maison. Je ne veux pas d'un prédateur sexuel près de ma famille. J'ai regardé mon père. Papa, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Mon père a regardé Bella, qui tremblait et pleurait. Il a regardé Lucas, qui l'a serré contre lui comme un chevalier protecteur. Puis il a regardé le sol. Pars, Ethan, a-t-il dit doucement. Tu es mort pour moi, a craché Lucas. Si je te revois près d'elle, je te tue. Je suis resté là un instant, la neige s'infiltrant dans mes chaussures de ville. J'ai regardé la maison où j'avais grandi. J'ai regardé les personnes qui étaient censées me connaître mieux que quiconque au monde. Ils n'ont même pas cherché à entendre ma version des faits. Ils ont simplement cru le pire parce que cela arrangeait leur histoire. L'enfant chéri avait besoin d'un coupable, et j'étais le candidat idéal. Très bien, ai-je dit. Ma voix était calme, ce qui m'a surpris. Garde la montre, Lucas. Tu vas avoir besoin de la vendre. Je me suis dirigé vers ma voiture. Je ne me suis pas retourné. En sortant de l'allée, je les ai vus faire rentrer Bella à l'intérieur, au chaud. J'étais seul dans la tempête. J'ai conduit pendant 3 heures jusqu'à ce que le voyant d'essence s'allume. Je me suis arrêté dans un motel 6 près de l'autoroute. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine sortir ma carte de crédit de mon portefeuille. Refusé, a dit la réceptionniste en faisant claquer son chewing-gum. Réessayez, ai-je dit, il y a plein d'argent dessus. Refusé, mon chou, il est écrit de contacter l'émetteur. J'ai ouvert mon application bancaire. Verrouillé, je l'ai. Puis je me suis souvenu. Quand j'avais 18 ans, maman avait co-signé mon compte pour m'aider à me bâtir un historique de crédit.
Nous n'avions jamais retiré son nom. Elle avait appelé la banque et signalé une fraude ou une activité suspecte. Elle m'avait coupé l'herbe sous le pied. J'avais $40 en liquide dans ma poche. J'ai payé la chambre en espèces. Je me suis assis sur le matelas déformé en fixant les taches d'eau au plafond et j'ai pleuré. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais en deuil. Je pleurais la mort de ma famille. Le lendemain matin, j'ai roulé vers l'ouest. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre Seattle. Je l'avais choisi parce que c'était l'endroit le plus éloigné de New York que je pouvais atteindre sans avoir à nager. J'ai commencé à partir de 0, voire moins que 0. J'ai dormi dans ma voiture les 3 premières semaines, me douchant dans une salle de sport ouverte 24 heures sur 24. J'avais toujours mes costumes, cependant. Je les gardais repassés et propres, suspendus sur la banquette arrière. Ils étaient mon armure. J'ai obtenu un emploi d'analyste junior dans une petite société immobilière spécialisée. Le salaire n'était pas élevé, à peine suffisant pour louer un studio de la taille d'un placard. Et j'avais faim. J'ai travaillé comme un chien. J'étais le premier arrivé à 6 heures du matin et le dernier parti à 21 heures. Je ne fréquentais personne. Je ne me faisais pas d'amis. Je travaillais, tout simplement. J'ai construit un mur autour de mes émotions. Brique par brique. Au bout de 6 mois, j'ai repéré une anomalie dans un contrat. Une erreur de zonage que tout le monde avait manqué. Cela aurait coûté des millions à l'entreprise. Je l'ai apporté directement au propriétaire, Silas Thorne. Silas était une légende de l'immobilier à Seattle, un milliardaire impitoyable de 70 ans qui ne faisait qu'une bouchée des diplômés d'école de commerce au petit déjeuner. Il a regardé le dossier, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Tu as contourné ton responsable pour m'apporter ça ?» a-t-il demandé. Mon responsable m'a dit de l'ignorer, ai-je répondu. Il a dit que c'était une erreur de plume. Ce n'en était pas une. Silas s'est adossé à son fauteuil. Tu te rends compte que si tu te trompes, tu es viré? Je ne me trompe pas, Silas a souri. C'était un sourire de requin. Tu as du cran, gamin. Quel est ton nom? Ethan Sterling. Eh bien, Ethan Sterling, tu viens de me faire économiser 4 millions de dollars. Ce fut le tournant. Silas m'a pris sous son aile. Il a vu quelque chose en moi. Peut-être la même solitude que celle qu'il portait. Il m'a appris que les affaires ne tournent pas autour de l'argent. C'est une question de rapport de force. Il s'agit de savoir ce que l'autre personne redoute le plus, plutôt que ce qu'elle désire. 3 ans ont passé. J'ai gravi les échelons plus rapidement que quiconque dans l'histoire de l'entreprise. Je suis devenu associé. J'ai acheté un Pantouz surplombant le détroit. J'ai acheté ma première voiture de luxe, une Porsche. Chaque soir, pourtant, je rentrais dans un appartement vide. Cela a changé lorsque j'ai rencontré Olivia. Elle était l'avocate de la partie adverse dans un litige successoral complexe que nous traitions. Elle était farouche, brillante, et elle a mis mes arguments en pièces dans la salle de négociation. Je lui ai proposé de dîner immédiatement après que nous ayons trouvé un accord. Je ne sors pas avec l'ennemi, avait-elle dit en rangeant sa mallette. La guerre est finie, ai-je répondu. Maintenant, nous sommes juste 2 personnes qui ont besoin d'un verre. Elle a souri. C'était la première fois depuis des années que je sentais quelque chose se briser dans ma poitrine. Olivia était différente. Elle ne se souciait pas de mon argent. Elle venait d'une grande famille chaleureuse, bruyante et aimante du Midwest. Quand je lui ai enfin raconté ce qui s'était passé ce Noël-là, elle ne m'a pas plaint. Elle a simplement pris ma main et a dit, « Leur perte est mon gain. » Pour la première fois, j'ai senti que je pouvais respirer. Je construisais une nouvelle vie, une vraie vie. Puis le passé est venu frapper à ma porte. C'était un mardi matin. J'étais dans mon bureau en train d'examiner les plans d'un nouveau gratte-ciel. Mon assistante m'a appelé par l'interphone. « Monsieur Sterling, un certain monsieur Vance est ici pour vous voir. » Vance était un détective privé que j'avais engagé 2 ans plus tôt. Je m'étais dit que c'était simplement par sécurité, pour m'assurer que Lucas n'essayait pas d'usurper mon identité ou quelque chose du genre, mais au fond de moi, je voulais savoir. Je voulais savoir s'il me regrettait. Vance est entré et a jeté un dossier Kraft sur mon bureau en acajou. « Vous allez vouloir vous asseoir pour cela, Ethan ?» a-t-il dit.
J'ai ouvert le dossier. Des photos en sont sorties. La maison de mes parents avait l'air délabrée. La pelouse était en friche. La peinture s'écaillait. Qu'est-ce que je regarde, ai-je demandé. C'est l'avis de saisie immobilière, a dit Vance en désignant un document. Vos parents n'ont pas payé leur hypothèque depuis 8 mois. Banque s'apprête à vendre la maison aux enchères dans 30 jours. Et Lucas? Lucas, a ricané Vance. Il a hypothéqué la maison pour financer son entreprise de construction. Puis il a contracté des prêts commerciaux garantis par l'entreprise. Il a dilapidé tout son argent. Il a 3 procès en cours pour des travaux non terminés. J'ai senti une froide satisfaction envahir mes veines. Le karma existait bel et bien. Et Bella, ai-je demandé. Vance a sorti un dossier distinct, plus mince. C'est la partie intéressante. Bella n'est pas Bella. Son vrai nom est Brenda Miller. Elle a 2 divorces à son actif dans l'Ohio et le Kentucky. Les 2 maris ont déposé le bilan peu après le divorce. C'est une professionnelle, Ethan. J'ai fixé la photo d'identité judiciaire d'une arrestation dans l'Ohio pour fraude par chèque. C'était elle. Plus jeune, moins soignée, mais c'était bien elle. Est-ce que Lucas le sait? Non. Elle brouille les pistes. Mais voici le plus surprenant. Vance s'est penché en avant. Votre père est malade. Un problème cardiaque. Il a besoin d'une opération. Mais leur assurance a expiré parce que Lucas a cessé de payer les primes de la police familiale. La satisfaction a disparu, remplacée par un complexe de colère et de culpabilité. Mon père était en train de mourir et Lucas, l'enfant chéri, le laissait faire tout en jouant à l'homme d'affaires. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les rues de Seattle détrempées par la pluie. Appelez la banque, ai-je dit à Vance. Quelle banque? Celle qui détient l'hypothèque de mes parents. Et procurez-moi la liste des créanciers qui détiennent la dette commerciale de Lucas. Vance a haussé un sourcil. Que allez-vous faire? Je me suis retourné. Je ne vais pas laisser la banque prendre cette maison, Vance. Vous allez les sauver, a-t-il demandé, surpris. J'ai souri. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Le processus de rachat de la dette de quelqu'un est étonnamment clinique. Ce ne sont que des chiffres sur un écran, des virements bancaires et des signatures. En moins de 48 heures, par l'intermédiaire d'une société écran appelée Phoenix Holdings, je possédais l'hypothèque de ma maison d'enfance. J'ai également racheté les billets à ordre pour les prêts commerciaux non remboursés de Lucas pour une fraction de leur valeur. Les créanciers étaient ravis de se débarrasser de ces créances douteuses. Ils n'avaient aucune idée que le requin qui rôdait dans les eaux était leur propre fils. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. D'habitude, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô, Ethan? Une petite voix tremblante. Mon cœur s'est arrêté. Mia. Mia était ma petite sœur. Elle avait 19 ans quand je suis parti, elle étudiait à l'université. Elle n'était pas là ce soir de Noël. Elle avait écouté la version des faits de maman et papa pendant 5 ans. Je ne pensais pas que tu répondrais, a-t-elle sangloté. Maman m'a dit que tu avais changé de numéro. Ce n'est pas le cas, ai-je dit doucement. Pourquoi m'appelles-tu, Mia? C'est papa, a-t-elle pleuré. Il est à l'hôpital. Les médecins disent qu'il a besoin d'un pontage, mais il demande un dépôt de $60 000 parce qu'il n'y a plus d'assurance. Lucas a dit qu'il s'en occupait, mais Ethan, je ne pense pas qu'il ait cet argent. Papa est si pâle, il a le teint gris. J'ai peur. Où est Lucas maintenant, ai-je demandé. Il est à un dîner, a-t-elle dit, sa voix devenant un murmure, avec Bella. Il fête son anniversaire. Il lui a acheté une nouvelle voiture la semaine dernière. Une vague de rage pure et incandescente m'a aveuglé pendant une seconde. Mon père était mourant dans un lit d'hôpital et Lucas achetait des voitures à une escroc avec de l'argent qu'il n'avait pas. Écoute-moi, Mia, ai-je dit. Je vais m'en occuper, mais tu ne devais dire à personne que j'ai aidé. Ni à maman, ni à papa, et certainement pas à Lucas. Promets-le-moi. Je le promets. 10 minutes plus tard, j'ai viré $70 000 au service de facturation de l'hôpital sous le nom d'un donateur anonyme. J'ai raccroché et j'ai regardé Olivia.
Elle était assise sur le canapé, lisant un dossier. Elle a levé les yeux, voyant l'expression de mon visage. « C'est le moment, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit. Le gala du centenaire de la ville a lieu le week-end prochain. Mes parents ne le ratent jamais. C'est le seul endroit où ils peuvent faire semblant d'être encore la respectable famille Sterling. « Est-ce qu'on y va ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit. « Prépare ta plus belle robe, Olivia. Nous allons à des funérailles. » De qui? De la réputation de la famille Sterling. Nous avons pris un vol privé. Je ne l'ai pas fait pour frimer. Je l'ai fait parce que je le pouvais. Nous avons atterri dans le petit aéroport régional et avons loué une voiture. Mais pas n'importe laquelle. J'avais demandé à mon assistante de faire livrer une Rolls-Royce Phantom depuis la métropole. Traverser ma ville natale en voiture était irréel. Tout semblait plus petit. Le cinéma où j'avais eu mon premier baiser. Le restaurant où Lucas et moi prenions des milkshakes avant de nous détester. Nous nous sommes installés dans le seul hôtel de luxe de la ville. J'ai enfilé un costume italien sur mesure, gris anthracite, taillé au millimètre près. Olivia portait une robe bleu nuit qui lui donnait une allure royale. « On dirait que tu pars à la guerre », a-t-elle dit en ajustant ma cravate. « C'est le cas », ai-je répondu. Prêt à tout moment. Nous nous sommes rendus au country club. Je voyais que la file du service de voituriers était pleine de Ford et de Chevy, avec quelques Mercedes vieillissantes au milieu. Lorsque la Rolls-Royce s'est garée, les conversations sur la terrasse se sont arrêtées. Le voiturier, un jeune que je ne connaissais pas, a ouvert la portière les yeux grands ouverts. « Waouh, superbe voiture, monsieur. » Je suis sorti. Les flashs du photographe du journal local ont crépité. J'ai pris la main d'Olivia et nous avons gravi les marches. À l'intérieur, la salle de bal était décorée d'or et de blanc. J'ai balayé la pièce du regard. Il ne m'a pas fallu longtemps pour les trouver. Ils étaient assis à une table vers le fond. Ils semblaient diminuer. Maman portait une robe dont je me souvenais d'il y a 10 ans. Papa avait l'air fragile, sa peau était pâle et semblable à du parchemin. Lucas portait un costume trop serré, son visage était bouffi par l'alcool, et Bella. Bella croulait sous des bijoux tape à accent grave-l'œil que je savais être faux ou achetés avec des cartes de crédit qui allaient bientôt être refusées. Nous avons traversé directement le centre de la pièce. Les gens ont commencé à chuchoter, « Est-ce que c'est Ethan Sterling ?» Je croyais qu'il était en prison. Regarde son costume. Regarde-la, elle. Nous nous sommes arrêtés juste devant leur table. Lucas a levé les yeux, un beignet de crabe à mi-chemin de sa bouche. Il a laissé tomber sa fourchette, qui a cliqueté bruyamment contre la porcelaine. « Bonjour, la famille », ai-je dit. Ma voix était calme, portant juste assez pour que les tables environnantes l'entendent. Maman s'est levée, portant la main à sa poitrine. « Ethan. Tu as l'air en forme, mère », ai-je menti. Les yeux de Bella se sont agrandis. Elle m'a détaillé de la tête aux pieds, évaluant la valeur de ma montre. Une Patek Philippe, cette fois. Mes chaussures, mon costume. Puis elle a regardé Olivia et j'ai vu une lueur de pure jalousie. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a ricané Lucas, essayant de retrouver son assurance. « Tu es venu demander pardon ?» J'ai ri. C'était un rire sec et sincère. « Non, Lucas. Il se trouve que je suis en ville pour affaires. J'ai acquis quelques actifs dans la région. »« Des actifs ?» a demandé Bella, sa voix devenant soudainement mielleuse. « Tu fais des affaires ici ?»« Dans l'immobilier ?» ai-je dit. « Je possède une société holding à Seattle. Nous rachetons des propriétés en difficulté. » J'ai vu les engrenages tourner dans la tête de Bella. Des propriétés en difficulté comme la leur. « Eh bien, » a dit maman, la voix tremblante, « je suppose que tu devrais t'asseoir. On peut faire de la place. » Elle recommençait. Elle réécrivait l'histoire en temps réel parce que j'avais l'air d'avoir réussi. « Non merci », ai-je dit. « Nous avons notre propre table avec le maire. » Je leur ai adressé un signe de tête et je me suis éloigné. J'ai senti leur regard me brûler le dos. Je savais exactement ce qui se passait. L'appât était jeté. Le gala s'est déroulé dans un tourbillon de poignées de main et de faux sourires. J'ai passé la soirée à charmer l'élite locale,
distillant de subtiles allusions à ma société d'investissement. Du coin de l'œil, j'observais ma famille. Ils se disputaient. Lucas enchaînait les verres. Bella tapait furieusement sur son téléphone. Alors que nous partions, Bella m'a intercepté près du vestiaire. Elle était seule. « Ethan » a-t-elle murmuré d'une voix douce, me barrant le passage. « Tu as vraiment fait une entrée remarquée. »« Excusez-moi » ai-je dit, essayant de la contourner. « Ne sois pas comme ça » a-t-elle dit en touchant à nouveau mon bras. Le même geste qu'il y a 5 ans. Je sais que les choses se sont mal terminées, mais nous étions tous jeunes. Nous avons fait des erreurs. Certaines erreurs ont des conséquences, Bella. Tu me manques, a-t-elle chuchoté, regardant autour d'elle pour s'assurer que Lucas ne regardait pas. Lucas est un raté. Tu le sais. J'ai toujours su que c'était toi qui avais du potentiel. Je l'ai regardé et tout ce que j'ai ressenti, c'est du dégoût. C'est vrai? Peut-être qu'on pourrait prendre un café, juste pour rattraper le temps perdu. Elle a glissé un morceau de papier dans ma main. Son numéro. Je vais y réfléchir, ai-je dit en mettant le papier dans ma poche. Je suis sorti rejoindre la voiture où Olivia m'attendait. Je lui ai montré le papier. Elle a mordu à l'hameçon, a demandé Olivia. Jusqu'au bout. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Lucas. Réunion de famille, dans ma suite à l'hôtel, 10 heures. Ne sois pas en retard. Je savais qu'il viendrait. Il sentait l'argent. Il pensait probablement que j'allais payer l'opération de papa ou rembourser la maison. Il croyait que le fils prodigue était de retour pour les sauver. À 9h55, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. Ils étaient tous là. Maman, papa, Lucas et Bella. Mia était là aussi, l'air terrifié. Entrez, ai-je dit. Ma suite était la suite présidentielle. Elle était plus grande que tout le rez-de-chaussée de leur maison. J'ai vu maman admirer les fleurs fraîches, la vue sur le lac, le chariot du service d'étage chargé de pâtisseries coûteuses. Ethan, a dit papa, la voix enrouée. C'est bon de te voir, mon fils. Asseyez-vous, ai-je dit en désignant les canapés. Je suis resté debout. Olivia se tenait à mes côtés, tenant un dossier. Alors, a dit Lucas, s'adossant et écartant les jambes de manière agressive. Tu t'en es bien sorti. Il était temps que tu reviennes pour aider la famille. Aider, ai-je demandé. Ouais, aider, a dit Lucas. Papa est malade. Les affaires tournent au ralenti. Nous avons besoin d'un prêt. À court terme, évidemment. J'ai de gros contrats qui rentrent le mois prochain. Je ne suis pas là pour te faire un prêt, Lucas, ai-je dit. Alors pourquoi sommes-nous là, a demandé maman, offensée. Je suis ici pour parler de propriété, ai-je dit. Et de vérité. J'ai regardé Bella. Elle m'a adressé un sourire conspirateur. Elle pensait qu'elle était dans mon camp à cause de ce mot. Bella, ai-je dit, raconte à tout le monde la conversation que nous avons eue sur la véranda il y a 5 ans. La pièce est devenue silencieuse. Bella a cligné des yeux. Quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu m'as agressé. Vraiment? Oui, a-t-elle insisté en regardant Lucas. Il m'a touché. J'ai fait un signe de tête à Olivia. Elle a pris une télécommande et l'a pointée vers l'écran géant fixé au mur. J'ai l'habitude d'enregistrer mes réunions d'affaires, ai-je dit. Et hier soir au gala, j'ai considéré notre échange comme une affaire. Sur l'écran, une vidéo granuleuse mais claire s'est lancée. Elle provenait d'une caméra cachée sur mon revers. La voix de Bella a résonné dans la pièce, Lucas est un raté. Tu le sais. J'ai toujours su que c'était toi qui avais du potentiel. Lucas s'est figé. C'est sorti de son contexte, a hurlé Bella. Vraiment, ai-je demandé. Et que dis-tu de ça? J'ai lancé un enregistrement audio. Celui-ci provenait du café où je ne m'étais pas rendu, mais j'y avais envoyé Vance pour surveiller le bar qu'elle fréquentait. Il s'était assis dans le box juste derrière elle pendant qu'elle se vantait au téléphone auprès d'une amie, à peine 1 heure plus tôt. Voix de Bella, je vais plumer le frère jusqu'au dernier centime. S'il nous donne de l'argent, je prends la moitié et je quitte Lucas. Mon Dieu, j'aurais aimé coucher avec Ethan il y a 5 ans au lieu de lui tendre un piège.
Je parie qu'il est bien meilleur au lit de toute façon. Le silence dans la pièce était absolu. Lourd, étouffant. Lucas s'est levé lentement. Son visage était un masque de choc. Il s'est tourné vers Bella. Tu l'as piégé? Bella a reculé précipitamment. Non, mon cœur. C'est faux. C'est de l'IA. Il a tout fabriqué. Ce n'est pas faux, Brenda, ai-je dit, lâchant la bombe de son vrai nom. Ou devrais-je t'appeler par ton alias de l'Ohio? Olivia a jeté le dossier sur la table basse. Photo d'identité judiciaire, jugement de divorce, déclaration de faillite. Lucas les a ramassés. Ses mains tremblaient si fort que les papiers s'entrechoquaient. Tu as menti, a chuchoté Lucas. Pendant 5 ans. Tu m'as laissé haïr mon frère. Pour un mensonge que tu voulais croire. Bella a hurlé, faisant tomber complètement le masque. Tu étais jaloux de lui. Tu étais bien content qu'il soit parti. Ne joue pas les saints, Lucas. Maman s'est mise à pleurer. Ce n'était pas un pleur doux, mais des lamentations déchirantes. Ma famille. Ma famille. J'ai posé les yeux sur eux. J'éprouvais un sombre sentiment de victoire, mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. Sors, a dit Lucas à Bella. Quoi? Sors, a hurlé Lucas en renversant la table basse. Les vases se sont brisés. Les pâtisseries ont volé partout. Bella a attrapé son sac à main et s'est enfuie en courant de la suite. À présent, nous n'étions plus que nous. Les Sterling. Ethan, a sangloté maman. Oh, Ethan. Nous ne savions pas. Nous sommes tellement désolés. Peux-tu un jour nous pardonner? Je l'ai regardé. Vous n'avez pas posé de questions. Vous m'avez juste jeté dehors. Nous avons été trompés, a dit papa. Elle nous a tous trompés. J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo. L'homme qui m'avait regardé partir dans la neige. Est-ce le cas, papa, ai-je demandé. T'as-t-elle vraiment trompé? Mon père a détourné le regard. Il ne pouvait pas croiser mes yeux. Qu'est-ce que tu veux dire, a demandé Lucas en s'essuyant le visage. Dis-leur, papa, ai-je dit. Maman a cessé de pleurer. Elle a regardé papa. Robert, de quoi parle-t-il? Papa s'est affalé sur sa chaise. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. L'atmosphère dans la pièce a changé. La colère envers Bella s'est évaporée, remplacée par une tension plus sombre et plus confuse. Papa, a demandé Lucas. Quel détective? Mon père a soupiré. Un son semblable à un pneu qui se dégonfle. Je voulais savoir si Ethan allait bien. J'étais inquiet. Alors, j'ai engagé un homme pour le retrouver. Et j'ai insisté, ai-je poursuivi. Qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre? Papa n'a pas parlé. Il a enquêté sur Bella, n'est-ce pas, ai-je dit d'une voix plus forte. Il t'a parlé de son passé. Il t'a dit que son histoire ne tenait pas debout. Il t'a dit que ses bleus étaient probablement du maquillage parce qu'elle n'avait aucune blessure dans le rapport de l'hôpital. Est-ce vrai, Robert, a chuchoté maman. Je ne voulais pas tout gâcher, a éclaté papa, des larmes coulant sur son visage. Lucas. Lucas était si heureux. Il avait enfin quelqu'un. Il reprenait enfin sa vie en main. Si j'avais dit la vérité, si je lui avais dit que sa fiancée était une menteuse et que son frère était innocent, cela l'aurait détruit. Je pensais qu'Ethan était fort. Je pensais qu'Ethan s'en sortirait tout seul. Mais Lucas avait besoin de nous. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre, même si je le savais déjà. L'entendre le dire à haute voix a brisé quelque chose en moi que je pensais encore intact. Tu m'as sacrifié, ai-je dit, la voix tremblante. Tu savais que j'étais innocent. Tu savais que je vivais dans ma voiture. Tu savais que je crevais de faim. Et tu m'as laissé croupir pour protéger les sentiments de Lucas. Je vous aimais tous les deux, a pleuré papa. Non, ai-je dit froidement. Tu l'aimais, lui. Tu me tolérais, moi. Lucas fixait papa avec une horreur béante. Tu savais? Tu savais que Bella était une imposture tout ce temps, et tu m'as laissé l'épouser. Tu m'as laissé hypothéquer la maison pour elle?
J'essayais de préserver la paix, a crié papa. La paix, ai-je ri amèrement. Il n'y a pas de paix. Il n'y a que des mensonges. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Je ne pouvais plus les regarder. Alors, voilà où nous en sommes, ai-je dit, en leur tournant le dos. Je sais tout. Je sais pour les dettes. Je sais pour l'hypothèque. Nous pouvons arranger ça, a dit maman, se levant pour s'approcher de moi. Maintenant que nous connaissons la vérité, nous pouvons redevenir une famille. Ethan, s'il te plaît, reviens à la maison. Je me suis retourné. Je suis à la maison, maman. Seattle est ma maison. Tout ceci. Ce n'est qu'une transaction. J'ai fait un signe de tête à Olivia. Monsieur et Madame Sterling, Lucas, a dit Olivia d'une voix professionnelle et tranchante. Depuis hier matin, Phoenix Holdings a acquis l'hypothèque de votre propriété située au 42 rue Oak. Nous avons également acquis les billets à ordre de Riverside Construction. Phoenix Holdings, a demandé Lucas. C'est ton entreprise, Ethan? C'est exact, ai-je dit. Donc tu possèdes la maison, a demandé maman, un sourire d'espoir se dessinant sur son visage. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Cela signifie que nous sommes en sécurité. Je l'ai regardée. L'illusion était incroyable. Elle pensait vraiment qu'après tout, après la gifle, le reniement, les 5 ans de silence, la trahison de papa, j'avais fait cela pour les sauver. Vous n'êtes pas en sécurité, ai-je dit. Le sourire a disparu de son visage. Vous n'avez pas payé l'hypothèque depuis 8 mois. Vous êtes en défaut de paiement. Mais tu es mon fils, a balbutié maman. J'étais ton fils quand tu m'as jeté dehors dans un blizzard, ai-je dit. Maintenant, je suis votre propriétaire. Et vous êtes de très mauvais locataires. Ethan, ne fais pas ça, a supplié papa en se tenant la poitrine. Ne joue pas la carte cardiaque, papa, ai-je répliqué. J'ai payé la compte pour ton opération. Ce donateur anonyme? C'était moi. Mon père a eu un hoquet de surprise. Mia s'est remise à pleurer. Je t'ai sauvé la vie, lui ai-je dit. Mais je ne sauve pas ton train de vie. J'ai sorti un document de la poche de ma veste et je l'ai jeté sur la table. Ceci est un avis d'expulsion. Vous avez 7 jours pour libérer les lieux. 7 jours, a hurlé Lucas. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. C'est ma maison, les jeux corrigés. Et Lucas, en ce qui concerne ton entreprise, j'exige le remboursement des prêts. Le paiement intégral est dû immédiatement. Si tu ne peux pas payer, je liquide les actifs, les camions, le matériel, absolument tout. Tu me pousses à la faillite, a dit Lucas en se laissant tomber sur le canapé. Tu détruis ma vie. Tu as détruit ta propre vie, Lucas, ai-je dit. Tu as passé 5 ans à vivre dans le mensonge, à dépenser de l'argent que tu n'avais pas gagné, avec une femme qui ne t'aimait pas, protégée par un père qui ne te respectait pas assez pour te dire la vérité. Je ne fais que rallumer la lumière. Où irons-nous, a chuchoté maman. Nous n'avons nulle part où aller. Je n'en sais rien, ai-je dit. Peut-être que vous trouverez un motel 6. C'est ce que j'ai fait. Ethan, s'il te plaît. Maman a attrapé mon bras, je me suis dégagé. Ce n'était pas brusque, mais ce n'était pas tendre non plus. C'était juste définitif. Ne me touche pas, ai-je dit. Sortez de ma chambre d'hôtel. Ils n'ont pas bougé. Ils étaient paralysés par le choc. Sortez, ai-je hurlé, laissant 5 ans de rage résonner contre les murs. Ils se sont empressés de partir. Papa s'appuyait lourdement sur Mia. Maman sanglotait de manière incontrôlable. Lucas ressemblait à un fantôme. Ils ont défilé hors de la pièce, laissant la porte ouverte derrière eux. Je me suis approché et je l'ai refermé violemment. Puis mes jambes ont lâché. Je me suis effondré sur le sol, enfouissant mon visage dans mes mains. Olivia s'est assise à côté de moi, passant ses bras autour de mes épaules. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop vile pour pleurer. Je suis resté assis là, à écouter le silence, à attendre de me sentir bien. Mais je ne me sentais pas bien. Je me sentais juste vidé, libéré d'un poids. Les 7 jours suivants ont été un tourbillon de procédures juridiques et de commérages locaux.
La nouvelle qu'Ethan Sterling était de retour et expulsait ses propres parents s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre. Certains me traitaient de monstre. D'autres, qui avaient entendu des rumeurs sur Bella, parlaient de justice. Je m'en fichais. Je suis resté à l'hôtel à travailler à distance, laissant Olivia s'occuper des basses besognes. Le 7e jour, je me suis rendu à la maison. C'était un mardi gris. Un camion de déménagement était garé dans l'allée. Ce n'était pas une entreprise professionnelle, juste un camion de location U-Haul que Lucas avait loué. J'ai garé la Rolls-Royce de l'autre côté de la rue. Je voulais voir. J'avais besoin de voir. J'ai regardé Lucas sortir des cartons. Il avait l'air brisé. Il avait perdu du poids en seulement une semaine. Il ne portait plus ses costumes chics. Juste un jean et un t-shirt. Papa était assis sur les marches de la véranda, le regard fixé sur le sol. Il avait l'air vieux, si incroyablement vieux. Une voiture de police s'est garée. 2 policiers en sont sortis. J'ai baissé ma vitre pour écouter. « Est-ce que Bella est là ?» a demandé le policier à Lucas. « Elle est à l'intérieur en train d'empaqueter ses affaires », a marmonné Lucas. « Elle part aujourd'hui. »« Nous avons un mandat d'arrêt contre elle », a dit le policier. « Fraude, usurpation d'identité et faux en écriture. » Lucas n'a même pas scié. « Emmenez-la, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, Bella a été traînée dehors, menottée. Elle hurlait, insultait la police, insultait Lucas. Quand elle a vu ma voiture de l'autre côté de la rue, elle s'est arrêtée. Elle m'a fixé avec un venin pur. « Va au diable, Ethan » a-t-elle crié. « Tu crois que tu as gagné ? Tu vas mourir seul. » Le policier l'a poussé à l'arrière de la voiture de patrouille. Alors qu'il s'éloignait, le silence est revenu dans la rue. Je suis sorti de la voiture et j'ai remonté l'allée. Lucas s'est arrêté, un carton de livres entre les mains. Il m'a regardé. Il n'y avait plus aucun combat en lui. « Es-tu heureux ?» a-t-il demandé doucement. « Non » ai-je dit. « Et toi ?» Il a secoué la tête. « Je suis désolé, Ethan. Vraiment. J'ai été un mauvais frère. »« Oui » ai-je dit. « Tu l'as été. » Maman est sortie de la maison en portant un cadre photo. C'était une photo de nous 4 prise il y a 20 ans à Disney World. Nous avions l'air si heureux. Elle m'a vu et s'est arrêtée. « Nous partons » a-t-elle dit d'une voix creuse. « La maison est à toi. J'espère qu'elle te rendra heureux. J'espère que les souvenirs te tiendront chaud. Épargne-moi la culpabilisation, maman, ai-je dit. Où allez-vous ? Mia nous a trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville. Elle a dit qu'il n'y a pas d'ascenseur. Papa aura du mal avec les escaliers, mais nous nous débrouillerons. J'ai regardé mon père. Il était toujours assis sur la véranda, se tenant la poitrine. Il avait l'air de ne pas pouvoir survivre au déménagement, sans parler des escaliers. J'ai regardé la maison, cette bête victorienne qui avait englouti mon enfance. Je la détestais. Je ne voulais pas y vivre. Je ne voulais même pas la vendre. Je voulais juste avoir le pouvoir de leur dire non. Mais en les regardant maintenant, vaincu, humilié, brisé, j'ai réalisé quelque chose. Si je les laissais croupir à la rue, je devenais le monstre qu'ils m'avaient accusé d'être. Je devenais le prédateur comme maman m'avait appelé, je lui donnerais raison. J'ai pris une profonde inspiration. L'air froid a rempli mes poumons. Arrêtez les cartons, ai-je dit. Lucas a levé les yeux. Quoi ? Arrêtez les cartons, ai-je répété. Pose cette boîte. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. À l'intérieur se trouvait un contrat de bail que j'avais demandé à Olivia de rédiger ce matin même. Je ne vous jette pas dehors, ai-je dit. Maman a laissé tomber le cadre photo. Le verre s'est brisé. Ethan. Je conserve la propriété de la maison, ai-je dit d'une voix ferme. Phoenix Holdings en est le propriétaire, mais vous pouvez rester ici en tant que locataire. Locataire, a demandé papa en levant les yeux. Oui, vous paierez un loyer. Ce sera au prix du marché. Je le déduirai de l'allocation que je vais mettre en place pour vous. Une allocation, a demandé Lucas. Je mets en place une fiducie, ai-je dit.
Elle paiera les dépenses de la maison et une allocation mensuelle pour maman et papa. De quoi vivre, mais pas pour le luxe. Plus de country club. Plus de nouvelles voitures. Je me suis tourné vers Lucas. Mais rien pour toi. Lucas a tressailli. Tu es jeune, ai-je dit. Tu as 2 mains. Tu vas trouver un travail, un vrai travail, et tu vas me rembourser chaque centime que tu as volé à l'entreprise. Si tu rates un paiement, je te poursuis en justice. Compris? Lucas a hoché vigoureusement la tête. J'ai compris. Merci, Ethan. Merci. Ne me remercie pas, ai-je dit. Je ne fais pas ça pour toi. Je fais ça pour pouvoir dormir la nuit sans voir vos visages dans mes cauchemars. Je me suis tourné vers maman, elle pleurait à nouveau, tendant les bras pour m'enlacer. Non, ai-je dit en reculant d'un pas. Pas d'étreinte. Nous ne sommes pas une famille heureuse. Nous sommes propriétaires et locataires. Nous sommes créanciers et débiteurs. C'est la seule relation que nous avons désormais. Mais peut-être avec le temps, a-t-elle demandé. Peut-être, ai-je dit, mais pas aujourd'hui, et probablement pas demain. Je me suis approché de mon père. J'ai posé une main sur son épaule. Il a tressailli, s'attendant à ce que je lui fasse du mal. Fais-toi opérer, papa, ai-je dit. Je veux que tu vives assez longtemps pour réfléchir à ce que tu as fait. Je me suis retourné et suis retourné à la Rolls-Royce. Olivia m'attendait sur le siège passager. Elle m'a souri, d'un sourire fier et chaleureux. Tu ne les as pas détruits, a-t-elle dit pendant que je bouclais ma ceinture. Les détruire aurait été facile, ai-je dit en démarrant le moteur. La miséricorde. La miséricorde est une démonstration de force. J'ai regardé dans le rétroviseur une dernière fois. Ils se tenaient sur la véranda, blottis les uns contre les autres, me regardant partir. Ils semblaient si petits. J'ai enclenché la vitesse et j'ai démarré. La route devant nous était dégagée. La neige avait cessé de tomber. Pour la première fois depuis 5 ans, le soleil perçait à travers les nuages. Le voyage de retour vers Seattle s'est fait en silence. Durant les 80 premiers kilomètres, ni Olivia ni moi n'avons dit un mot. La Rolls-Royce glissait sur l'asphalte, nous isolant du monde extérieur, mais elle ne pouvait pas m'isoler du vacarme chaotique dans ma propre tête. J'avais gagné. Sur le papier, j'avais remporté une victoire complète. J'avais démasqué la menteuse, humilié l'enfant prodige et mis mes parents à genoux. Je détenais le titre de propriété de leur maison et les rênes de leur subsistance. Alors pourquoi n'avais-je pas envie de faire la fête? J'ai desserré ma cravate, fixant l'autoroute grise qui s'étirait devant nous. Ça va, a doucement demandé Olivia, sa main trouvant la mienne sur la console centrale. Je ne sais pas, ai-je admis. Je pensais que je me sentirais plus léger. Au lieu de cela, je me sens juste fatigué. C'est parce que tu n'as pas juste acheté une maison, Ethan, a-t-elle dit, sa voix empreinte de cette logique de juriste que j'aimais tant. Tu as acheté un fardeau. Tu t'es constitué leur gardien. Les punir demande de l'énergie. La haine demande de l'énergie. Elle avait raison. J'avais renversé la situation, mais j'étais toujours assis à la même table. Nous sommes rentrés à Seattle tard ce soir-là. Mon pantouse était sombre et froid. Pendant les semaines suivantes, je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Je me suis noyé dans les plans, les permis de zonage et les négociations de contrats. J'essayais d'oublier la maison victorienne du nord de l'État de New York, mais je n'y arrivais pas. Chaque premier du mois, les rappels arrivaient. My assistante, Sarah, entrait avec un dossier. Le chèque de loyer de vos parents est arrivé, monsieur Sterling. Il est à l'heure. Et le remboursement du prêt de Lucas est également à l'heure, bien que... Sarah a hésité. La note indique que cela provient de son salaire au centre de distribution. Ce sont à peine des paiements minimums. Je hochais la tête, la congédiais, puis je fixais les chèques. Lucas, le frère qui se moquait autrefois de mes costumes bon marché, emballait désormais des cartons dans un entrepôt pour me rembourser. C'était une justice poétique et tranchante. Mais chaque fois que je déposais ces chèques, je ressentais une étrange douleur. Pas de la culpabilité exactement, juste la prise de conscience de tout le pathétique de cette situation. 3 mois plus tard, le téléphone a sonné. C'était Vance, le détective privé.
Vous m'avez dit de garder un œil sur eux, a dit Vance. Vous voulez des nouvelles? Je t'écoute. Votre père a été opéré. Tout s'est bien passé physiquement, mais il est déprimé, Ethan. Il reste assis sur cette véranda toute la journée à fixer la rue. Votre maman, elle essaie de maintenir les choses à flot, mais elle vend ses bijoux pour joindre les deux bouts et ne pas rater un paiement de loyer. Ils sont terrifiés par vous. Bien, ai-je dit, même si le mot avait un goût de cendre dans ma bouche. Et Lucas, il travaille vraiment, a dit Vance, semblant surpris. Il fait des doubles services. Il a une mine affreuse. Il a perdu environ 15 kilos. Pas d'alcool, pas de fête. Il va au travail, rentre à la maison, paie sa dette. Le gamin grandit. 10 ans trop tard. J'ai raccroché le téléphone et je suis sorti sur le balcon. La skyline de Seattle scintillait devant moi. J'avais construit tout cela. J'avais des amis ici, du respect, un avenir. Pourquoi laissais-je encore les fantômes du 42 rue Oak me hanter? Olivia est sortie, m'entourant la taille de ses bras par derrière. Elle a posé son menton sur mon épaule. Tu penses à eux? Ce n'était pas une question. Je pense au contrôle, ai-je dit. Je pensais que les contrôlés répareraient ce qu'ils ont brisé en moi. Ce n'est pas le cas. On ne répare pas un os cassé en cassant la jambe de quelqu'un d'autre, a dit doucement Olivia. Ethan, tu as prouvé ton point de vue. Tu leur as montré que tu détenais le pouvoir, mais t'accrocher à ce pouvoir te maintient lié à eux. Tu es leur propriétaire, ce qui signifie que tu es toujours en relation avec eux. Je me suis retourné et je les regardais. Ses yeux étaient clairs et bienveillants. Le seul miroir dans lequel j'ai jamais voulu me voir. Que devrais-je faire? Lâche prise, a-t-elle dit. Pas pour eux. Pour nous. Je veux construire une vie avec toi, Ethan. Une vraie vie. Je ne veux pas de 3 fantômes installés dans notre chambre d'amis. Ce week-end-là, j'ai pris une décision. Je ne suis pas retourné à New York. Je ne voulais pas les voir. Au lieu de cela, j'ai appelé mon avocat, Sam. Sam, je veux transférer le titre de propriété de la maison, ai-je dit. Vous la vendez? Non, ai-je dit. Je la place dans une fiducie aveugle. Je veux que tu la gères. Tu perçois le loyer. Tu t'occupes des réparations. Tu gères les locataires. Je ne veux pas voir de chèque. Je ne veux pas lire de rapport. Et je ne veux pas que mon nom apparaisse sur les courriers qu'ils reçoivent. Pour autant qu'ils le sachent, ils paient la fiducie. S'ils ratent un paiement, la fiducie les expulse. Protocole standard. Détachement total. Intelligent, a dit Sam. Et la dette de Lucas? Même chose, ai-je dit. Transfère le billet à ordre à la fiducie. S'il rembourse, tant mieux. Sinon, saisis ses salaires, mais je ne veux pas en entendre parler. Et le surplus, a demandé Sam. Le loyer et les remboursements de prêts vont s'accumuler. Que voulez-vous faire de cet argent? J'ai regardé Olivia, qui me souriait depuis l'autre bout de la pièce. Créer un fonds de bourse d'études, ai-je dit. Signer ces papiers fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, et en même temps la plus simple. À chaque signature, je sentais un poids se libérer de ma poitrine. Je ne leur pardonnais pas. Je n'oubliais pas. Je les expulsais simplement de ma tête. 1 an a passé, puis 2. La vie a défilé, rapide et lumineuse. Mon entreprise s'est développée dans les espaces commerciaux d'énergie verte. J'ai fait la une de Forbes. Mais le moment le plus marquant n'était pas l'argent. C'était ce samedi matin de juin où j'ai emmené Olivia dans un petit endroit au bord d'une falaise surplombant l'océan Pacifique. Je n'avais pas préparé de discours. J'avais juste une bague. Un diamant simple et élégant qui n'exigeait pas d'attention. Tout comme elle. Je n'ai pas de famille à t'offrir, lui ai-je dit, la voix tremblant légèrement. Juste moi, et beaucoup de bagages que j'apprends à déballer. Elle a pris la bague et l'a passée elle-même à son doigt. Je n'ai pas besoin d'une famille, Ethan. J'ai besoin d'un partenaire. Et tu es le meilleur homme que je connaisse. Nous nous sommes mariés 4 mois plus tard. Ce n'était pas un grand gala. C'était intime. Mon mentor, Silas, était mon témoin. Il avait 80 ans maintenant,
fragile mais l'esprit toujours aussi vif. Tu as bien agi, gamin, m'a dit Silas lors de la réception, en levant une coupe de champagne. Tu as appris la leçon la plus difficile des affaires et de la vie. Tu as appris quand te retirer d'une mauvaise affaire. Même quand la mauvaise affaire est de ton propre sang, ai-je demandé. Surtout dans ce cas, a-t-il dit. Pendant la réception, j'ai vu un visage familier vers le fond. C'était Mia. Elle avait terminé ses études universitaires, financées par mes soins bien qu'elle ait tenté de refuser, et travaillait comme graphiste à Chicago. Elle avait l'air nerveuse. Je me suis approché d'elle. Je suis content que tu sois venue, Mia. Elle m'a serré fort dans ses bras. Maman et papa voulaient t'envoyer une carte, a-t-elle dit en se reculant, mais les avocats l'ont renvoyée. Ils ont dit que l'absence de contact signifiait aucun contact. C'est exact, ai-je dit. Ils respectent les règles, a dit Mia. Papa est fragile, mais il est en vie. Maman est bénévole à la bibliothèque maintenant. Et Lucas? Elle s'est interrompue. Lucas est désormais le responsable de l'entrepôt. Il finit de rembourser sa dette le mois prochain. Il m'a dit de te le dire. Il m'a demandé de te dire que tu avais raison sur toute la ligne. J'ai hoché la tête. Cela ne m'apportait pas de joie, mais cela m'apportait de la paix. Je suis content qu'il s'en sorte. Il parle de toi, a chuchoté Mia. Plus avec de la colère désormais. Juste du regret. Ils savent ce qu'ils ont perdu. J'ai regardé vers la piste de danse. Olivia riait, dansant avec son père. Sa famille m'avait accueilli à bras ouverts, me traitant comme un fils dès le premier jour. C'était réel. C'était tangible. Ils ne m'ont pas perdu, Mia, ai-je dit doucement. Ils m'ont jeté. J'ai simplement fini par arrêter d'essayer de remonter dans la poubelle. 5 ans ont passé depuis le jour où je suis retourné dans cette petite ville en Rolls-Royce. 10 ans depuis la veille de Noël qui a brisé mon monde. J'ai 36 ans aujourd'hui. Mes cheveux sont un peu gris sur les tempes. Olivia dit que cela me donne un air distingué. Je dis que cela me fait ressembler à Silas. Nous avons un fils, Léo. Il a 2 ans. Il court dans notre jardin avec une énergie chaotique qui m'effraie et m'enchante à la fois. À la naissance de Léo, j'ai eu un moment de panique. Je le tenais dans la salle d'accouchement, contemplant son visage minuscule et si fragile, et j'étais terrifié. Et si j'avais ce gène? Et si j'avais cette capacité latente de me retourner contre mon enfant de la même manière que mes parents s'étaient retournés contre moi? Et si l'amour était conditionnel et que je n'en connaissais pas encore les conditions? Mais c'est alors que Léo a serré mon doigt. Il m'a regardé avec une confiance aveugle et absolue, et j'ai su que le cycle s'arrêtait avec moi. Je n'ai pas parlé à mes parents, pas une seule fois. Les rapports de la fiducie indiquent qu'ils sont toujours dans la maison. Ils paient leur loyer le 1er de chaque mois. Ce sont des locataires modèles. Je suppose que d'une manière tordue, c'est la relation la plus respectueuse que nous ayons jamais eue. Nous avons des limites. Nous avons un contrat. Nous avons de la distance. Lucas a fini de rembourser sa dette il y a 3 ans. L'administrateur de la fiducie m'a dit qu'après le dernier paiement, Lucas avait envoyé une lettre qui m'était adressée. L'administrateur m'a demandé si je voulais la lire. J'ai dit non. Je n'avais pas besoin de ces excuses pour valider mon existence. Je n'avais pas besoin de ces remords pour me sentir accompli. Lire cette lettre aurait ouvert une porte que j'avais soudée pour de bon. J'ai dit à l'administrateur de la brûler. Parfois, les gens me demandent si je le regrette, si je regrette d'avoir manqué la vieillesse de mon père, la cuisine de ma mère ou l'histoire partagée d'une famille. Et je vais être honnête avec vous, parfois, la veille de Noël, quand la neige tombe, je ressens une douleur fantôme, comme un membre amputé. Je me souviens des bonnes années avant Bella, avant l'argent, avant la trahison. Mais ensuite, je regarde ma vie aujourd'hui. Je regarde le fonds Phoenix, qui a financé les études universitaires de 24 enfants placés cette année. Des enfants qui n'avaient personne, qui construisent aujourd'hui leur avenir grâce à l'argent que ma famille verse en guise de pénitence. Je regarde Olivia, ma partenaire dans tous les sens du terme, qui m'aime pour ce que je suis et non pour ce que je peux lui acheter. Je regarde Léo, qui n'aura jamais à se demander si son père le croit. Il n'aura jamais à acheter mon amour avec une Rolex. Il ne sera jamais jeté dehors dans un blizzard. J'ai réalisé que la famille n'est pas un nom.
C'est un verbe. Quelque chose que l'on fait. On la mérite. On la nourrit. On la protège. Mes parents ont échoué à pratiquer le verbe, alors ils ont perdu le nom. Je me suis sauvé moi-même. Ce fut une mission de sauvetage complexe, douloureuse et coûteuse. J'ai dû devenir froid pour survivre à l'hiver. J'ai dû devenir impitoyable pour combattre les prédateurs. Mais je suis parvenu de l'autre côté. La Rolls-Royce que je conduisais ce jour-là, je l'ai vendue. C'était le symbole de ma colère, une arme que j'utilisais pour les assommer avec ma réussite. Je conduis une Volvo maintenant. Plus sûr pour le siège bébé. Si vous écoutez ceci et que vous vous accrochez à une relation toxique simplement parce que vous partagez le même ADN ou la même histoire, laissez-moi vous dire ceci, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous sauver. Vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Je m'appelle Ethan Sterling. J'étais le mouton noir. J'étais le prédateur. J'étais le méchant dans leur histoire. Mais dans mon histoire, je suis juste un homme qui est enfin rentré chez lui. Non pas dans la maison de la rue Oak, mais dans la vie que j'ai construite de mes propres mains. Et la vue d'ici est agréable. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ce chapitre de ma vie.